Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi 13 février. Demain, la Saint-Valentin. Ah! Bon souper à tous les amoureux, le chocolat, tout ce que vous voulez pour le bien-être. C'est la Saint-Valentin demain. Aujourd'hui, le sujet, un seul sujet. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, ceux qui ont mis le pouce en l'air, aidé à nous faire connaître. Et surtout, de me revenir avec un sujet à répétition. C'est le seul et unique sujet aujourd'hui. Le parc immobilier à Montréal. C'est un secret pour personne. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui dit « Ah, ce n'est qu'à Montréal. » Non. Je pense que... Soyez-vous confortables. Pauline, Claudette, André, Claude, Michel. Attachez votre truc avec de la broche. Je vais y aller comme à mes habitudes, lentement, de façon à ce que ce soit clair. Le parc immobilier à Montréal est déficitaire et ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs raisons reliées au passé concernant le développement économique de Montréal. Donc, on va y aller dans l'ordre et si vous avez des commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Si jamais ça provoque des questions, écrivez les questions ici en dessous. Ça me fait plaisir de les lire. Je les ramasse et lorsque j'en ai plusieurs qui se comparent, c'est un sujet qui va revenir souvent à l'émission Le Candidat. Depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal, c'est un secret pour personne, je parle de Valérie Plante que j'ai déjà casée dans la boîte des prunes. Il y a une question qui m'est revenue, je vais tout de suite la régler, celle-là. Pourquoi elle, c'est une prune, puis il y en a, c'est des raisins? C'est parce que le candidat, l'émission Le Candidat, j'ai beaucoup de respect pour le sexe. Le genre. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Une femme ne peut pas aller dans la boîte des raisins. Alors, depuis cette journée-là, j'ai décidé que certaines personnes méritent d'aller dans la boîte de raisins et les femmes dans la boîte des prunes. Le budget de la Ville de Montréal à l'arrivée de Valérie Plante était d'environ 5,2 milliards de dollars. Et c'est un secret pour personne, les taxes augmentent à chaque année à Montréal pour les propriétaires, les commerçants, les entreprises, les industries. Tout le monde subit les taxes. Généralement, on donne comme excuse « Ah, mais il faut suivre le coût de la vie » qui, des années, c'est 2 1,5 selon qu'on vit une récession, qu'on vit un développement économique brusque, rapide. Il y a des années comme ça, il y a des années moins performantes. Ça varie d'une année à l'autre, mais les taxes, personne ne nous oublie. Jamais. On n'oublie jamais les taxes. S'il y a quelque chose que le gouvernement va toujours se souvenir, c'est votre nom, votre adresse. Et si vous payez des taxes, ça va coûter plus cher d'année en année. Ceci dit, 2017, 5 milliards 200 millions à Montréal que la Ville avait en revenu. 2018, 5,4. 2019, 5 milliards 7. 2020, 6 milliards 100. 2020, on est dans l'époque Valérie Plante. Donc, on est passé de 5,2 milliards de dollars à 2024, 6,7 milliards de dollars. Il y a eu une augmentation d'environ 1,8 milliards, 1,9 milliards. C'est incroyable, en 7 ans. Et là, on se pose toujours la question... Où va cet argent-là? Est-ce qu'il y a de plus en plus de services? Est-ce qu'il y a Non. Avec l'argent, on dépense en fonction de la vision des gens au pouvoir. On engage des gens à la Ville de Montréal qui aident au développement d'un projet ou tout simplement de faire un suivi sur les infrastructures, l'aqueduc, les lampadaires, le système d'égout. Vous comprenez le principe que l'argent de la Ville de Montréal va généralement sur des dépenses que moi j'appelle cléricales. C'est répétitif et c'est de façon à bien servir l'ensemble de la population. À ça s'ajoute quelquefois une mentalité
où le caractère des élus fait en sorte qu'il y a des exceptions. Il y a des années où on peut avoir des choses différentes, des événements différents, ou tout simplement un projet mis en place en fonction de l'idée d'un parti. C'est ce qu'on vit actuellement. Là, vous ne pourrez pas dire que je ne tente pas de garder ma bonne humeur. Parce que ce qui est en train de se passer à Montréal, c'est justement, on a un parti politique qui vit en fonction d'une pensée unique. Moi, j'appelle ça le système des pistes cyclables. À un moment donné, tu dis, OK, il y a d'autres choses, là. Non, d'année en année. Et là, il faut qu'on comprenne qu'il y avait 5,2 milliards de dollars de budget. On est rendu à 7 milliards de dollars. Et je me pose la question, OK, est-ce que j'ai plus de services? Il y a une question qui m'est revenue. Pendant que j'y pense, ça me fait du bien de parler. J'avais déjà dit qu'il y avait 26 000 employés à Montréal. Après vérification dans différents médias, j'ai tout simplement conservé les notes sur le média. J'ai fait une erreur. Je déteste faire des erreurs. C'est pas mon texte. L'embauche de fonctionnaires ne passe pas à Montréal, selon plusieurs citoyens. Le nombre d'employés municipaux a gonflé de 1500 depuis 2020. Et là, je vous donne un article de 2022 pour atteindre l'équivalent de 25 000 personnes. Bon. J'avais dit 26 000. Je pensais que j'avais mis 1 000 de trop. Eh bien non, un journaliste m'a rattrapé. En 2023-2024, Valérie Plante a rajouté un autre 2 000 employés. Donc, Montréal est autour de 28 000 employés actuellement. Je repose la même question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus de services à Montréal? Je me pose la question quand on sait que la numéro 1, la priorité, numéro 1 pour les Montréalais, et c'est le sujet d'aujourd'hui, je ne faisais que mettre la table, c'était l'apéro avec un peu de fromage. Quelque chose de genre. On va tomber dans le menu principal et le dessert. Évidemment, je vais garder ma bonne humeur, je vais le tenter. La priorité pour les citoyens montréalais, et ça, c'est l'ensemble des citoyens, hommes, femmes de 18 à 34, 35, 54, 55 et plus, peu importe la langue française, non francophone, les arrondissements qui soient au centre, à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord, peu importe. Sujet numéro 1, le parc immobilier. C'est le sujet d'aujourd'hui. L'IEDM, Institut économique de Montréal, on va y aller de front, vient d'annoncer, il n'y a pas si longtemps, on est en 2024, on est en février 2024. L'IEDM vient de, vous le voyez à l'écran, vient de déposer un graphique assez précis, assez clair. Logement bloqué ou retardé, vous avez bien lu, là. Bloqué ou retardé à Montréal depuis 2017. L'équipe de Projet Montréal, Valérie Plante, est en place depuis 2017. Vous pouvez regarder, ça vous donne une idée que c'est partout, tous les arrondissements. Ce n'est pas on choisit un tel et on le bloque, tel arrondissement. Non, c'est à Montréal à grandeur. Et vous voyez à la 4e ligne, on parle même de Blue Bonnets. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle. Si je prends seulement que celui-là, on parle d'environ de plus de 2000 qui ont été bloqués, presque 5800 de retardés. Pas compliqué, ce projet-là, il n'avance pas. Il y en a 7860 qui, c'est carrément, on n'avance pas, on fait rien, on bouge pas. On ne sait pas pourquoi, mais on bouge pas. Et ça continue en passant par Pierrefonds, l'île des Sœurs, un peu partout. Pour un total, en bas à droite, en gras, environ 24 000 logements. À partir de maintenant, je vais appeler ça des portes. 24 000 portes à Montréal qui n'ont pas eu l'occasion d'être ouvertes. Ça, c'est des logements qui n'existent pas pour le moment et ne semblent pas vouloir exister en 2024. En tout cas, on ne s'en va pas dans le bon sens. Et pour ceux qui veulent vérifier, IEDM, c'est l'Institut économique de Montréal. C'est un petit dossier très intéressant. Très intéressant. Le titre par Gabriel Giguère de l'Institut économique.
des milliers de logements entravés par la Ville de Montréal. Maintenant, vous allez me dire, « Ouais, mais il faut que ça soit développé correctement. » Oui, oh, 100% d'accord. Il faut que ça soit développé correctement. Oui, selon des normes. Il existe déjà des normes. Faites-vous-en pas. Peu importe le maire qui va être élu ou qui a été élu, il y a déjà des normes, des lois, des règlements, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gens qui ne s'occupent que de ça, de faire la vérification nécessaire lors des plans et devis déposés par les contracteurs. Qui soit grandiose, sans faire de publicité, que ce soit Devimco ou peu importe la corporation, jusqu'à celui qui possède un terrain à Montréal et qui doit remplir la réglementation nécessaire afin de faire son bâtiment de 3, 4, 5, 6, 7 étages. On n'inventera pas la roue. Pourquoi bloquer? Parce que c'est une mentalité actuelle à Montréal et c'est ça qui est triste. On se pose la question, pourquoi on fait des activités, que ce soit à l'époque du maire précédent, Denis Coderre, qui lui, c'était... on va faire des activités, puis c'est ça qui est important. Je n'essaie pas de lui enlever le mérite là, de la formule E, mais disons que ça a été mal négocié, puis qu'il a signé pour 6 ans, puis que la Ville de Montréal a été pénalisée, actionnée et a perdu en cours, et il a fallu payer sans avoir la formule E à Montréal. Il y a mettons qu'il y a des négociateurs qui mériteraient peut-être d'aller dans la boîte de raisin. Mais je ne veux pas reculer, je veux tout simplement garder le rythme de 2024, 2017-2024, ce qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi il n'y a pas de développement économique à Montréal? Pourquoi l'immobilier, le parc immobilier de Montréal ne se développe pas? Je répète, c'est une mentalité. Généralement, les élus... je reviendrai sur une autre émission concernant ça, là, mais c'est une mentalité du maire ou de la mairesse en place qui part avec une idée et voici ce qu'on va faire et ils vont comprendre, sinon ils devront s'ajuster. Là, tu frises Dieu, là, colique. Là, tu te prends vraiment, là, t'écoutes plus la population, tu dis, on va leur faire comprendre, et ils vont comprendre, et ils vont accepter. La mentalité, de toute façon, c'est une gang de dociles, ils comprennent rien, c'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide, puis j'ai pas besoin d'écouter personne. Triste, 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 incroyable. Incroyable. Je me posais la question, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe à Montréal? Le directeur général adjoint de Montréal, je veux juste faire une petite parenthèse pour dire que non, ce n'est pas tout le monde qui est heureux dans les hauts fonctionnaires engagés par l'équipe en place. Un nommé Philippe Krivicki. Désolé si le nom de famille n'est pas parfait. Je pense que c'est Philippe Krivicki qui a été engagé à Montréal à un nouveau poste. Ça, c'est... oh, j'attends de faire une émission tellement tranquille, posée, calme. Directeur général adjoint, il a été engagé à Montréal 2022, là, fin 2021. En tant que directeur général adjoint pour Montréal. Il y a un directeur général à Montréal. Là, il y avait un adjoint qui vient d'être engagé. Je répète son nom, Philippe Krivicki. Lui, anciennement, il était promoteur. Coïncidence. C'était un promoteur pour Cogir, justement, pour du développement immobilier. Il a été mis là, en place, à gros salaire, pour dire... Monsieur Krivicki, vous allez faire le lien entre les contracteurs, ceux qui veulent développer le parc immobilier à Montréal et la Ville de Montréal, tous les fonctionnaires, de façon à ce que tout le monde se comprenne. C'est ça. Il a duré 1 an et demi, puis il vient de sacrer à job là. Il a tout simplement dit, non, moi je démissionne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais à Montréal? Est-ce qu'effectivement la mairesse de Montréal a décidé de limiter l'expansion de Montréal, le développement économique de Montréal? Elle ne sait pas. Mais là, on vient de perdre un poste qu'elle a créé de toutes pièces pour une personne particulière qui semblait faire l'affaire pour créer un lien pour qu'enfin
on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'idée, dans la tête d'un développeur immobilier et les hauts fonctionnaires qui ne font que ralentir le système. Eh bien, le gars qui a été créé pour servir de ce qu'on appelle entre l'écorce et l'arbre, bon, ben, il a laissé la job là. Je ne suis pas certain que Mme Plante fait ce qu'elle dit ou dit ce qu'elle fait. Une chose est certaine, on a un petit vidéo juste pour vous montrer la mentalité de la mairesse et comment se sent-elle lorsqu'elle empêche un projet de se développer à Montréal. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on dit, là, quand on écoute correctement ce que la mairesse dit, c'est qu'il reste à peu près une crotte de terrain vert à Montréal. C'est incroyable. L'île de Montréal, s'il y en a une verte quelque part au Canada, c'est bien l'île de Montréal. Il y a du terrain, il y a des grands parcs. C'est incroyable. J'ose même pas parler. Là. On pourrait en parler. Là. Il y en a. Incroyable. En plus d'avoir énormément de terrains vacants, et là, je parle évidemment un peu plus dans l'est de Montréal, même dans l'ouest de Montréal, dans le nord, dans le sud, centre-ville, c'est plus difficile. Il y a quand même des espaces verts. Alors, quand j'entends que non, il reste plus de terre, il n'y a plus de gazon. Et elle se vante en plus de, évidemment, l'idée fixe, la pensée unique. J'ai empêché 10 000 nouvelles automobiles à Montréal. Là, je ne sais pas si elle est divine. Je ne sais pas. Elle a fait son calcul. Et c'est ça. Le chiffre paraît bien. Vous remarquerez, lorsqu'elle parle, qu'elle... je ne sais pas si le cerveau suit les lèvres. Je ne sais pas. Elle bouge d'une façon différente. En tout cas. Bon. Maintenant, on est tous, pour les locataires, évidemment, beaucoup plus. Les propriétaires, je ne dirais pas que tous les propriétaires sont en maudit d'augmenter leur prix de logement. Je dirais tout simplement que plusieurs n'ont pas le choix. Par contre, et là, je tombe dans un peu de... Ça se peut que ça ne me rende pas de bonne humeur. Mais c'est pas grave. C'est l'émission Le Candidat. Il n'y a seulement qu'un sujet aujourd'hui. Ça ne sera pas long. Écoutez-moi bien. Il y a des propriétaires délinquants. C'est beau. C'est vrai que tu as des locataires qui n'aident pas à l'entretien et maintenance de certains logements. Ils ne sont pas respectueux. Alors, je vais y aller aussi poliment avec les propriétaires. Il y a des propriétaires pas respectueux que j'appellerai délinquants. Et il y en a qui sont délinquants majeurs. Irrespectueux, complets des normes à la Ville de Montréal. Je me pose la question, est-ce qu'à la Ville de Montréal, j'ai dit qu'il y avait 28 000 employés, y a-t-il quelqu'un qui a pensé des fois d'aller voir des logements pour peut-être dire par un avis écrit, regarde, si tu n'entretiens pas, tu ne fais pas la maintenance de ton logement, la Ville va le faire et tu vas payer. Parce que ça prend un parc immobilier respectueux pour les locataires, surtout au prix que c'est rendu. Tout ça pour dire que, est-ce que ça existe? Peut-être. Je ne pense pas qu'il y a de l'efficacité de ce côté-là. Mais une bonne façon de régler le problème, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le comprendre. Le prix des logements augmente parce qu'on a une prune à la tête de Montréal qui se vante d'empêcher le développement du parc immobilier. L'IEDM, l'Institut économique, le dit clairement et après vérification dans plusieurs arrondissements, la prune de Montréal empêche environ 24 000 portes. On ne parle pas au cours des 7 dernières années, non, 2023. On commence 2024. Attendez que le rapport sorte. Ça va sûrement être pire que pire. C'est tout de même incroyable. Qu'est-ce qu'elle provoque, la prune? C'est simple. Si je n'augmente pas mon parc immobilier, puis que je ne me plains pas du tout des gens qui rentrent de façon illégale
au Canada, par le chemin Roxham, ou que le premier ministre du Canada, lui, c'est le raisin en chef, vous savez qui il est, lui dit à tout le monde, venez-vous-en ici, le Canada, c'est une terre d'accueil, et il dit clairement, il faut qu'il en rentre au moins 500 000 par année. Et si je vais entre les deux, entre la prune de Montréal et le pingouin à Ottawa, j'arrive en plein centre, et là, je tombe sur le premier ministre du Québec qui dit, lui, faudrait qu'on augmente le nombre d'immigrants au Québec. Si je fais mon calcul, là, je débalance totalement le parc immobilier, spécialement celui de Montréal. Ce faisant, je dis en pleine face à certains propriétaires, occupe-toi de rien, mon ticoun, fais rien, assis-toi sur ton cul, mets-toi les deux mains en dessous du cul, calique, répare pas, rénove pas, change rien dans ton logement, puis tu chargeras 2800 $ par mois pour un 4,5 parce qu'on est une gang de caves qui dirige, puis on empêche le développement immobilier, spécialement à Montréal, avec la prune en chef qui se vante. Elle s'en vante. Puis jamais elle va aller voir le pingouin qui soit à Ottawa ou le raisin à Québec pour dire, ça vous tente-tu de parler au premier ministre, là? On a un problème à Montréal, là. Non, parce que semblerait que ça fait son affaire. Pourquoi ça fait son affaire? Je le sais pas. Quelqu'un m'a déjà posé la question. M. Thibodeau, savez-vous pourquoi la mairesse de Montréal ne veut pas que ça se développe à Montréal? Non, jamais compris. Jamais. Et pour ce qui est pour ceux qui me posent la question, M. Thibodeau, on ne vous voit jamais dans les médias traditionnels subventionnés. Peut-être parce que je donnerais mon opinion, mais je ne veux pas la donner tout de suite parce que ça sent bien dans l'émission. Je vais vous le dire, moi, pourquoi elle ne veut pas développer Montréal. Ceci dit, je reviens à ce que je disais. Il y a des délinquants en tant que propriétaires. Pourquoi ils sont délinquants? C'est parce qu'ils ne donnent pas l'occasion à leurs locataires de choisir un logement moins cher. Parce que dans l'échelle de prix, c'est l'offre et la demande qui dirige. S'il n'y a pas d'offre, la demande va augmenter pour le même produit, ce qui fait que ceux qui offrent un logement augmentent leur prix. Ils le savent que la prune à Montréal n'augmente pas le parc immobilier, donc on est en manque. Deuxièmement, s'il y a des gens qui viennent d'un autre pays, je ne veux pas parler d'un autre pays, je vais tout simplement aller au hasard, la Chine, qui, eux, sont en train d'acheter des propriétés à Montréal ou des condos, ou appelez ça comme vous voulez, des portes, ne les habitent pas et font en sorte que le prix monte. Si personne ne s'occupe de ça, je vais vous donner un autre exemple. Si une gang d'élite, une famille riche, ou peu importe, j'ai rien contre la richesse, loin de là, mais de profiter du système quand les gens qui ont moins d'argent ne peuvent pas profiter du système, je pense qu'il y a une injustice. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui est en grand moyen et qui a fait l'acquisition d'une propriété par l'entremise d'une compagnie et il est propriétaire tout simplement d'actions. Et il y a un échange d'actions qui se fait au fil des ans à travers la famille. Donc, personne n'en fait l'acquisition réelle de l'entité qu'on appelle un bâtiment, ne fait que l'acquisition d'une action. Je ne suis pas pour ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, sauf qu'elle s'applique pour tout le monde. Sauf ce coup-là, pour cette classe de gens-là, que j'appelle élite, qui ont la chance d'avoir de l'argent et qui font l'acquisition par l'entremise d'une corporation, d'une compagnie, et il n'y a que d'échange d'actions. Qui paye la taxe lorsqu'il fait l'acquisition, nouvelle acquisition? N'importe qui achète une maison à Montréal doit payer un montant qu'on appelle, et j'ai plaisir à l'appeler constamment, taxe de bienvenue. Parce que c'est M. Bienvenu qui l'a créé, parce que c'est pas depuis hier qu'il y a de mauvais gestionnaires à Montréal. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Vient un moment donné où on se fout un peu de la petite population. Le peuple. Le petit peuple. Ma calique du petit peuple.
il va écouter ce que je fais. Et moi, je vais me laisser influencer par des gens qui sont influents, qui ont beaucoup d'argent, parce que ça m'impressionne, les gens qui ont de l'argent. Parce que généralement, la personne qui est élue a reçu des subventions de Montréal, du Québec ou du Canada, quasi toute sa vie en tant que professionnel. Et avant que quelqu'un me pose la question, oui, je suis entrepreneur, oui, ça fait plus de 30 ans, non. Jamais. Jamais. Aucun palier de gouvernement ne m'a donné un sou. Montréal, Québec, Canada, aucune subvention. Jamais, 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 jamais. Je veux que ce soit clair, parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Il y a quelqu'un qui me l'a déjà demandé. M. Thibodeau, vous avez eu un centre de ski, des restaurants, discothèques, café-théâtre, différentes compagnies d'information. Oui, jamais de subvention. Et je le dirai jamais assez. Les politiciens m'appellent pour que je leur fasse des chèques. Alors, oui, je connais comment ça fonctionne un peu plus que la moyenne. Je ne suis pas un génie, mais disons qu'il existe un parti qui s'appelle Action Montréal et que j'ai l'ambition d'être maire de Montréal en 2025. Bon. Maintenant, si j'augmente le parc immobilier, donc le propriétaire délinquant qui manque de respect envers ses locataires et qui ne rénove pas, si j'augmente le parc immobilier, les gens vont sortir de là et vont aller louer dans un logement qui s'est libéré par quelqu'un qui a augmenté sa qualité de vie et qui est allé chercher un nouveau logement qui vient d'être bâti parce qu'il s'est libéré ou qui vient d'être disponible à moins cher parce que le parc immobilier augmente et la personne qui voulait l'acheter a décidé de ne pas l'acheter et d'aller en acheter un d'une autre catégorie un peu plus élevée parce que sa qualité de vie augmente. Comprenez-vous la boule de neige? Si j'augmente le parc immobilier, il y a des gens qui vont changer d'endroit et je vais rebalancer le marché. Ce qu'on appelle l'offre et la demande. Actuellement, j'ai parlé depuis 2018, 2019, 2020. Moi, je disais, non, on a un problème. Même à l'époque la prune est arrivée, quoi, en 2017? Denis Coderre, en 2014. Moi, à l'époque, je disais, un bon 60, 70 000, 75 000 nouveaux logements à Montréal balancerait un peu plus le parc immobilier qui commence à être débalancé. Déjà, à cette époque-là, puis j'étais déjà un peu en retard, je suis allé à Philadelphie, différentes grandes villes aux États-Unis. J'en ai profité pour aller, évidemment, à Toronto, la grande ville au Canada. J'ai fait le tour, puis là, j'ai dit, parc immobilier, si tu t'en occupes pas, là, les prix montent. Vous irez voir à Toronto, vous irez voir à Vancouver. Mais déjà, à Vancouver, Colombie-Britannique, c'est amélioré. Des taxes spéciales pour les gens qui n'habitent pas le condo dont ils font l'acquisition. Il y a des choses que tu peux faire de façon à protéger un peu ton parc immobilier pour favoriser que les gens, au moins quand ils achètent, ils vivent dedans et favorisent les commerces aux alentours. On sait très bien que si c'est notre maison, c'est à l'entour de la maison qu'on va généralement, en premier. Tout ça pour dire que c'est pas le cas à Montréal. Je disais, moi, 70, 75 000 logements. Puis tout le monde riait de moi parce que Denis Coderre, lui, il parlait de 15 000 nouveaux logements. Puis ben oui. Quand tu connais pas Montréal, là, puis que tais-toi pendant que ça ferme juste, là, non, ça marche pas. Eh bien, je viens de lire que la SCHL, Société canadienne, blablabla. Même chose pour l'APCHQ. Même chose pour la Corpic. Puis là, tout le monde s'entend sur une chose. Le nombre de logements que l'on doit construire avant 2030. On est en 2024, là. Avant 2030. C'est sorti cette année. Soyez-vous confortables, tout le monde. 860 000 nouveaux logements. Ça ne se bâtit pas juste à Montréal. Je le comprends. C'est 25 à peu près de la population à Montréal.
Et si j'ajoute à tous les réfugiés, ce que je disais tout à l'heure, qui rentrent, qui viennent généralement, ils s'en vont pas à Saint-Isosphore ou à peu importe. Là. Ils s'en vont généralement à Montréal. On vise une grosse ville. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils nous donnent un chèque, ils nous donnent un hôtel, un endroit logé, nourri, torché. C'est ça qu'on vise. Donc, c'est là que ça se remplit. Si je prends 860 000... Puis on arrondit, parce que moi, à mon avis, on parle de 1 million de logements nécessaires à Montréal actuellement. Là. Ben, je veux dire au Québec. Puis si je prends 25, à peu près 25 là, je tombe à peu près pile dessus. Là, 250 000 nouveaux logements. Valérie Plante se vante qu'elle veut... ce qu'elle veut, elle peut dire n'importe quoi, c'est à peu près ce qu'elle fait. Ça va en prendre. Là, il est rendu alentour de 60 000. Bon, déjà 200 000 en arrière. C'est moins pire que 10-15 000 qu'elle disait à l'époque. Là. C'est 250 000 et moi, je prévois 300 000 d'ici l'an prochain. Pas compliqué. C'est un autre sujet, mais c'est relié avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Vous allez voir comment ça va rentrer par le chemin Roxham. Vous allez voir que les journalistes, les chroniqueurs du Journal de Montréal, le Journal Le Devoir, la presse vont se fermer à la boîte. Ils n'en parleront pas. Ça va rentrer en titi. Parce qu'actuellement, aux États-Unis, par l'entremise du Mexique, par la Californie, par le Texas, par le Nouveau-Mexique, arrangez ça comme vous voulez, l'Arizona, là, tout ce qui est l'État sud-ouest des États-Unis. Certains parlent de 10, 12 millions, d'autres parlent de 16 millions d'illégaux qui sont entrés aux États-Unis au cours des dernières années. Ce que j'appelle les années Biden. Devinez ce qui va arriver, parce qu'il va y avoir des élections en novembre. Je vais revenir à l'émission Ça passe ou ça casse qui va avoir lieu également cette semaine et je vais y aller en long et large. Je veux terminer avec le parc immobilier à Montréal. Si la SCHL parle, ça frise le million nécessaire de portes, là. Et on a une mairesse qui, elle, se vante d'avoir bloqué. Ah non, on veut pas de logement, là. Non, il va y avoir 10 000 automobiles de moins. Et si on va de ce sens-là, vous allez voir comment ça va mal aller à un moment donné. Parce que si vous croyez que 1 500 $, je ne sais pas, à peu près, 1 500 $ par mois pour un 3,5, c'est cher, ou 2 200 pour un 4,5, c'est cher, attachez votre tuque. Ou faites mieux que ça. Appelez l'accueil Bono. Ou appelez d'autres organismes qui sont excellents à Montréal. Et vous allez voir comment est-ce que ça augmente les gens qui ont un besoin. Maintenant, je termine avec Valérie Plante. On va monter d'une coche et je termine l'émission. Quand j'entends quelqu'un dire « Ah, ben il faudrait que Montréal investisse dans le logement », malheureusement, je suis obligé d'en reprendre quelques-uns. Ce n'est pas le rôle d'une ville de bâtir des logements et de s'occuper de la maintenance, de l'entretien des logements, des loyers, qui paye pas. Non, c'est pas le rôle d'une ville. Une ville n'investit pas dans ce qu'on appelle... Oui, peut investir avant que quelqu'un m'arrête. On appelle ça la Société d'habitation de Montréal. Toutes les villes ont une société, grosses villes ont une société qui peut faire ce que j'appelle, moi, des à côté, l'exception. Mais on ne vit pas dans l'exception. Le parc immobilier de la Société d'habitation de Montréal, normalement, c'est moins gros que certains gestionnaires spécialisés dans le parc immobilier. Il y a des gens qui possèdent des milliers de logements à Montréal. C'est pas le rôle de la ville de se comparer ou d'être le numéro 1 ou d'être le propriétaire des logements à Montréal. Pourquoi? Parce que si on s'en va vers ça, le mot communisme approche. Le mot ville 15 minutes approche. Le mot vous n'avez pas le choix, sinon je coupe certains services dans votre logement. Approche. Vous me suivez? Alors, ceux qui disent « Ah, ben moi, je suis pas d'accord avec les villes 15 minutes, je suis pas d'accord avec... ils prennent le contrôle, je suis pas d'accord. » Bon, ben tant qu'à pas être d'accord, soyez-le comme faut, puis soyez-le totalement.
Commencez pas à me dire à moi qu'on devait prendre de l'argent à la Ville de Montréal qui est pour le respect de l'ensemble de la population de la Ville, de façon à ce que les services soient améliorés et que la Ville s'en serve pour bâtir des logements. Non, non. Le rôle d'une ville, c'est de prendre son budget, là, qui frise le 7 milliards de dollars, et de faire en sorte que l'environnement soit parfait pour que des gens qu'on appelle des développeurs, des contracteurs, des gens qui bâtissent, soient heureux de venir à Montréal. Ils ne se font pas bloquer. Ils n'attendent pas 7 ans pour avoir un permis après avoir déposé plans et devis 7 ans auparavant. Non, non, non. La Ville de Montréal est là pour améliorer les infrastructures. Faire en sorte qu'un nid de poule, ça ne devienne pas un lac où on peut pêcher. Je ne sais pas si vous comprenez, là. La Ville est là pour entretien, maintenance, service le plus rapidement possible. Ça inclut policiers, pompiers, col bleu. Une ville est là pour créer un environnement favorable à son développement, de façon à ce que les citoyens soient heureux. Elle n'est pas là pour bâtir des logements. Ça, il faut que quelqu'un le comprenne. Par contre, c'est la ville qui fait en sorte que des gens sont intéressés à venir développer à Montréal parce que l'ambiance est excellente. Les taxes ne sont pas stratosphériques. Je vais revenir sur une émission complète sur les taxes à Montréal et la dette. Je termine avec un autre phénomène qui me fascine, voyons donc. Ça y est, on a actuellement au Québec un changement de cap. On a un changement de cap. Et je lisais, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je l'ai trouvé tellement drôle. J'ai dit, le gouvernement vous cache des choses. Puis là, ils ont bloqué des bouts, là. Ça fait comme caviarder, là. Bon, pareil comme si je venais d'apprendre quelque chose, moi, là. J'ai dit, tiens. Le gouvernement nous cache des choses. Ah oui? En tout cas, il y en a qui s'en cachent pas. Il ne faut pas se sentir mal, et j'espère qu'il y en a qui se sentiront pas mal. Là. Le gouvernement en place actuellement, il est majoritaire. J'avais prévu en 2000, je pense qu'on avait quasiment pris une gageure ici. Le technicien ici, les autres animateurs que je félicite d'ailleurs pour leur excellent travail également. On avait pris des gageurs, puis j'avais tombé pile point. Il va arriver 75 élus en 2018, si ma mémoire est bonne, l'élection, ou 2017-2018 au provincial. Et il ne faut pas se sentir mal à l'aise, là. C'est la majorité du Québec qui a voté. Là. Il y a 75 députés sur 128. À un moment donné, tu dis, OK, regarde, on aime la CAQ. Même chose aux dernières élections qui viennent d'avoir. Qui viennent d'avoir. Ça fait des fois quelques années, là, une année ou deux. Là. Et la CAQ a encore gagné. Là, je pense que les gens commencent à le regretter. Et il y a un nouveau parti qui est en train de prendre la place de plus en plus. Je ne me cacherai jamais de ça. Là. J'ai voté 2 fois, oui, au référendum, pour que le Québec soit capable d'être indépendant. Ça vient de famille chez nous. Je pense que... Puis je ne suis pas une exception. Je pense que tous les parents sont fiers de dire à leurs enfants, j'ai hâte que tu sois indépendant. Je pense que c'est inné pour tout le monde. Et je voulais appliquer. J'ai toujours dit que le Québec soit indépendant ou pas. Si, admettons, il devient indépendant, il va exister le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti québécois. Il va y avoir encore des partis différents, sauf que le Québec va être indépendant et libre de faire ce qu'il veut avec ses richesses naturelles et son développement économique. Tout ça pour dire que, justement, coïncidence, pourquoi je dis ça, je termine l'émission là-dessus, c'est parce que le chef du Parti québécois, connu sous le surnom PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, vient d'embarquer dans le bateau du parc immobilier, du phénomène de... le PQ, c'est ça. Le PQ propose une série de mesures pour faciliter l'accès à la propriété. La principale, c'est tout simplement que Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on le voit à l'écran, c'est celui qui est...
proche du micro, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lui, il dit, non, là, il faut aider les gens à faire l'acquisition d'une maison et on va donner une réduction de 3 %. Parce que les taux d'intérêt sont élevés et il faut favoriser les jeunes, favoriser les gens à faire l'acquisition d'une maison. 3 %. Soyez-vous encore confortable. Malheureusement, je suis non seulement en désaccord avec lui, on s'en va vers le communisme et c'est l'ensemble du Québec qui va payer pour des gens qui vont avoir une réduction de 3 % pour avoir une maison. Je répète, à Montréal, on crée un environnement. On fait en sorte que les gens soient fiers de demeurer à Montréal. On contrôle les taxes. Si c'est possible, on a peut-être le besoin de diminuer le nombre d'employés, surtout quand on a engagé presque 3 000 de plus sans réelle raison, parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu d'augmentation de services à Montréal, pas du tout. Quand le gouvernement du Québec dit moi, je vais m'impliquer dans ça, je vais aider les gens à faire l'acquisition, fait que je vais payer 3 % du taux d'intérêt parce qu'il est élevé. Hey! Le taux d'intérêt actuellement, il est 5, 6, peut-être 7. On va juste rétablir des faits, là. L'économie, là, qu'elle soit mondiale, là, puis on va lâcher au niveau Montréal, dire c'est pas de ma faute. Là, au Québec, on va vous aider. Regarde. Si t'es pas capable d'aller dans une cuisine parce qu'il fait chaud, sors de la cuisine, sacrifice. Premièrement, on a vécu, puis pas juste le baby boomer. Avant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'après-guerre, le baby boomer, la génération X, la Z, la 2000, on va tous le vivre puis il va y avoir du changement. Certains vont être positifs, d'autres négatifs. C'est à cause des élus. Puis ces élus-là, c'est nous autres qui votent pour. Puis quand il y a un bozo, lui avec, il vient de tomber dans la case raisin, PSPP, on va donner 3 % pour donner la chance à des gens d'acheter des maisons. Hey, ça ne tente pas de créer des emplois. Ta job, c'est de créer des emplois. Faire en sorte qu'il y ait des compagnies à travers le monde qui viennent s'établir ici au Québec. Puis qu'ils s'en aillent pas au bout de 2 ans. Parce que c'est mal géré puis que ça coûte cher. Si jamais PSPP gagne, il y a besoin d'avoir une attitude indépendante. C'est-à-dire d'être capable de montrer aux gens d'être responsables. Hey, j'ai plus besoin de sacrifice de parents au-dessus de moi constamment. M'a t'aidé. Je vais te donner 3 %. Tu vas pouvoir acheter une maison. Puis je vais influencer les pétrolières. Parce que là, ils ont monté le prix du pétrole. Puis là, je vais... Hey. Commence à gérer correctement ton argent. Mon argent. Là, je parle pas de 7 milliards, on parle du Québec. On parle de centaines de milliards de dollars. Commence à gérer comme il faut. Commence à faire en sorte que tu crées une ambiance pour que l'ensemble des Québécois soient fiers. Décide d'être entrepreneur. Devenir être indépendant. Engager les employés. Pousser à la prospérité. Si on continue à dire à tout le monde qu'on appelle le petit peuple, vous êtes juste le petit peuple, je vais vous donner 3 % parce que vous êtes un petit peuple et je vais prendre le contrôle parce que vous allez tous me devoir de l'argent et le respect. Elle savait que je garderais ma bonne humeur. S'il vous plaît, aidez les gens à se développer, à devenir indépendants, à comprendre que c'est en travaillant qu'on réussit. Mais, ce faisant, donnez l'exemple. Gérez donc le système hospitalier correctement. Gérez donc les écoles correctement. Gérez donc les infrastructures correctement, avant de dire « Je vais vous aider ». Quand vous serez capable de faire quelque chose, vous essayerez d'aider les autres. Avant, donnez l'exemple.